Alors, bah, la solution la plus classique, qui est souvent utilisée encore sur des petits projets, c'est le FTP. Le FTP, c'est super bien, c'est pas compliqué, on copie les fichiers, ensuite on récupère des fichiers, on les modifie, on reboot le modem, on recopie les fichiers, et puis ensuite on recommence au début. Globalement, on passe beaucoup de temps, le FTP c'est super lent, rien qu'un WordPress, il y a plusieurs milliers de fichiers, voire dizaines de milliers de fichiers. Donc on se retrouve rapidement à mettre 1 heure, même avec une connexion en fibre, à déposer nos fichiers, parce que ça on fait fichier par fichier. Donc globalement, le FTP, ouais, ça peut dépanner quand on n'a vraiment pas de solution, mais sur le principe, bon, faut pas le faire. En 99, c'était bien. Maintenant, il y a d'autres moyens de faire mieux, et c'est ce qu'on va voir. Pour les CMS, forcément, la logique va être un peu particulière. On abordera la problématique des frameworks plus tard, mais on va vraiment séparer les deux parce qu'on ne peut pas toujours faire de la même manière. Quand vous avez un framework genre Joomla ou genre WordPress, pour le mettre à jour, c'est pas toujours évident. Quand vous allez l'installer, les, les installations les plus simples pour installer le CMS, ça va être via FTP pour aller déposer les sources initiales du projet. La première fois, effectivement, faut bien les déposer. Idéalement, il faudrait le faire en SSH. Et parfois, vous avez un script de l'hébergeur qui permet de l'installer en quelques clics. Là, au moins, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais effectivement, il faut privilégier la solution SSH. Et puis, bah, une fois qu'on a installé le CMS, on va l'oublier. Parce que finalement, une fois qu'il est en place, on n'a pas besoin d'y toucher. Euh, pour la bonne raison que WordPress, par exemple, vous allez juste avoir dans l'admin un bouton pour le mettre à jour, éventuellement en ligne de commande, mais globalement, il se met à jour tout seul. Ce qu'on voit sur certains projets, c'est que le CMS, côté développeur, eh ben, il est installé sur la machine, et puis on le commit entièrement dans le dépôt Git, ce qui n'est pas une bonne pratique, parce que globalement, vous êtes en train de mettre dans votre dépôt les sources de quelqu'un d'autre. C'est pas les vôtres, c'est pas vous qui avez écrit WordPress, donc ça sert à rien de les mettre dans votre dépôt Git, ça prend de la place. Et puis globalement, c'est jamais dans la bonne version, parce que votre client, lui, continue à mettre à jour son WordPress, et vous, votre dépôt Git, il est plus à jour. Euh, donc l'idée, c'est voilà, on installe le CMS et une fois qu'il est en place, on n'y touche plus. On le met à jour directement et donc il continue sa vie. Les plugins, par contre, eux, il va falloir les stocker dans votre dépôt Git pour peu que ce soit vous qui les ayez créés. Si c'est des plugins qui ont été développés par des tiers, eh ben, vous les récupérez sur Internet dans la version qui vous intéresse. Vous les mettez à jour pareil via votre CMS et pareil, on les oublie. Si vous les avez développés vous-même, vous allez les packager proprement, et comme ça, vous pourrez les uploader directement sur votre site. Mais encore une fois, il y a un système d'upload dans WordPress ou dans Joomla, vous n'avez pas besoin de les pousser via SSH ou autre. Donc là, c'est pareil, on oublie le système via FTP. Alors souvent on me dit bah oui mais du coup comment ça se passe parce que moi il faut bien que je récupère les sources pour être à jour. Bah, vous allez dans votre CMS, vous regardez dans l'admin quelle version vous avez de WordPress par exemple, vous regardez la version de vos plugins et vous réinstallez la même chose de votre côté. Et vous n'avez pas besoin de télécharger les sources. J'entends que ça va être très lent donc autant le faire directement. Et puis une fois que ça tourne dans le local, eh bien il n'y a pas de problème, ça suffit. Et puis c'est pareil, quand vous allez travailler en local, vous n'allez pas non plus repousser tout ce que vous avez fait. On n'a pas besoin de refaire un dump de la base, de refaire des modifs en local et de repousser ça en prod. Non, c'est des environnements qui sont bien distincts. Et donc il n'y a aucun intérêt à récupérer le dump de la prod pour refaire des modifs dessus. Votre client, s'il a besoin de faire des modifications, il va faire ses modifications directement sur son site de prod. Si vous avez des contenus à lui mettre en place, vous allez les mettre directement sur son site en production. En dev, c'est juste pour tester, pour voir ce qui va bien. On ne déploie pas un site, une base de données de recettes ou de dev sur une prod. Ça n'a pas trop de sens. Le but, c'est de tester et ensuite on déploie proprement. On a la même problématique avec les thèmes. On va forcément avoir besoin de faire un thème pour avoir quelque chose de bien adapté. C'est la même chose que pour les plugins. Avec le petit delta qu'ils peuvent être dépendants d'un autre thème, et dans ces cas-là, bah, il va falloir documenter ça pour que proprement on puisse savoir que votre thème il est dépendant d'un autre. Mais c'est la même chose, on le stocke sur un dépôt Git propre, et puis ensuite on le package sous forme de zip souvent,
pour ensuite l'uploader directement sur le site définitif. Donc au final, on voit que pour les CMS, c'est assez simple, hein, c'est plutôt basique. Bien souvent, on n'a même pas besoin de se connecter. La connexion FTP, finalement, elle ne sert même pas. Pour peu que l'installation soit faite directement par l'hébergeur, ben, finalement, j'ai jamais besoin de me connecter. Finalement, je fais tout en HTTP. Bon, pourquoi pas, c'est un modèle qui marche bien. On n'a pas l'impression d'avoir trop la main, puis tout est manuel. Il n'y a pas trop de moyens d'automatiser tout ça, c'est un peu ce qui manque, mais ça fonctionne. Pour les frameworks, c'est là que ça devient intéressant parce que l'automatisation est possible de bout en bout. Pour ça, moi j'utilise Deployer, qui est l'équivalent de Capistrano, mais en PHP. Le gros avantage, c'est que Capistrano, quand on l'utilise, bon, c'est comme une usine à gaz, ça fait beaucoup de choses, ça marche très très bien. Mais le paramétrage, ça peut être un peu compliqué, et surtout, dès que ça bug, alors moi, j'y comprends plus rien, c'est pas du PHP, je comprends pas les messages d'erreur, je sais pas ce qui se passe. On arrive toujours à creuser un peu avec un coup de Stack Overflow, mais c'est pas très, c'est pas magnifique. Deployer, c'est du PHP, donc quand il y a une erreur, quand il y a un problème, eh ben, je le comprends, et en plus il est extensible, donc ça veut dire que je peux moi-même développer mes plugins pour améliorer l'outil et pour l'adapter à mon besoin. Donc l'idée c'est d'automatiser en fait cette livraison. On a juste un script donc à installer via Composer. Une fois qu'il est installé, on l'initialise. On a un fichier de conf qui fait allez, 30 lignes, qu'on va pouvoir adapter, et on va pouvoir utiliser plusieurs modes de fonctionnement en fonction de ses besoins. Et comme Capistrano, on va pouvoir livrer un ou plusieurs serveurs en même temps. L'idée, c'est que sur votre serveur, vous allez changer un peu l'arborescence. Vous allez avoir un répertoire release, avec dedans les releases 1, 2, 3. Un répertoire current, qui en fait est juste un lien symbolique vers la release 1, 2 ou 3. Et puis ensuite, un répertoire shared pour les contenus que vous allez partager entre vos releases. L'idée, c'est que quand vous allez livrer, ça va créer un répertoire 4. Vous allez lui demander d'effacer le répertoire 1, parce qu'on ne va pas en garder indéfiniment. Et puis, on va changer le lien symbolique pour le faire passer de 3 à 4. Si jamais il y a une erreur, on fait un rollback et on revient directement sur la version 3 en recassant le lien symbolique. Donc c'est assez simple comme arborescence et ça permet d'être très rapide puisque le changement d'un lien symbolique va être instantané. Du coup, il n'y a pas tellement de modifications pour vos utilisateurs. Comme au passage, vous allez pouvoir scripter tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre à jour Composer, vous pouvez mettre à jour vos scripts de base de données, vous pouvez lancer des scripts, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Deployer. Alors la configuration, c'est pas compliqué. En gros, on va juste lui dire qu'on a besoin du fichier common.php qui va nous récupérer toutes les récits classiques pour déployer. Moi, j'ai rajouté R5 parce que de temps en temps, on a besoin de livrer avec R5 et non pas directement via Git. Ensuite, les propriétés, on définit le nom de l'application, le nombre de releases qu'on va vouloir garder sur le serveur en parallèle. 3, c'est bien suffisant. Ensuite, on définit quelques variables, on va définir l'adresse du repository, et puis sur ce repository, on va pouvoir définir quelle branche on veut livrer par défaut. Et là, du coup, mon serveur il peut se connecter directement à Git, récupérer les sources et les déployer. Si je passe par R5, ça va être un peu différent. En fait, je vais définir le paramétrage de R5 avec tous les paramètres qui m'intéressent, et je vais en fait livrer ce que j'ai sur ma machine. Donc il suffit de faire un git pull juste avant, et puis on livre directement. On va pouvoir définir donc des répertoires partagés et des fichiers partagés. Le gros intérêt, c'est que si je génère des rapports en PDF, si j'ai des clients qui qui uploadent des images sur le site, je ne peux pas les avoir juste dans la release 1 et les perdre quand je passe à la release 2. Du coup, en fait, tous ces répertoires vont être dans le répertoire shared, et c'est encore une fois un lien symbolique qui va pointer dessus. Ce qui fait que quand je vais changer de répertoire, je vais casser le lien symbolique vers la release 1 et en mettre un vers la release 2, et je vais à l'intérieur refaire les liens symboliques pour pointer sur les répertoires shared. Le gros avantage, c'est que je n'ai plus que le répertoire shared à backuper. Donc pour l'hébergeur, c'est tranquille, il y a un dossier à backuper. Je vais également définir quels dossiers sont utilisables en écriture. Ça va être donc principalement pour des logs ou des choses comme ça. Une fois de plus, le deployer va m'aider parce qu'il va vérifier que tout ça c'est OK. Et si c'est pas OK, il va pouvoir me mettre un warning et me dire qu'il y avait un problème lors de la livraison. Parce que globalement, si ça ne marche pas, mon application n'est pas fonctionnelle. Donc la partie R5, voilà, on peut un peu définir tout ce qu'on veut. On va également pouvoir définir des flags pour qu'il y ait de la compression. Voilà. Rien de plus à dire. On peut définir qu'on exclut des fichiers également.
L'idée, c'est de dire que... Ouais, ça doit être après. Ouais, voilà. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, on peut exclure des fichiers. L'idée, c'est d'exclure, par exemple, le composer.json ou des choses comme ça qui n'ont pas d'intérêt à être sur la livraison. Exclure des readme, exclure de la doc, exclure des dumps, exclure tous les fichiers cachés qui n'ont aucun intérêt sur votre déploiement. Ensuite, vous allez définir des hosts. Et donc là, j'en ai mis 2, mais on peut en définir des centaines. L'avantage, c'est que vous allez définir un stage, donc forcément l'IP du serveur, le nom en SSH avec lequel vous vous connectez, et ensuite un stage recette ou un stage production, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, et vous allez pouvoir mettre autant de serveurs que vous voulez. Le gros avantage, c'est que si je dis je déploie la production, j'ai aucune idée de quel serveur je déploie. Mais dans ma conf, lui, il va voir tous les serveurs qui sont en production, il va tous les déployer. Que j'en déploie 1 ou 100, c'est pareil pour moi, c'est transparent. Il va se connecter, il va les déployer tous en parallèle, et ça va être nickel. Je l'ai déjà fait sur une centaine de serveurs, ça marche parfaitement. L'avantage, c'est que j'ai pas de questions à me poser, on me demande de déployer tel type d'environnement, je le déploie. Et éventuellement, je peux mettre plusieurs stages, comme ça je peux déployer un serveur de plusieurs manières si j'ai besoin. Ensuite, donc, on va définir des tâches, et donc là, dans l'ordre, deploy.info pour afficher quelques infos sur le déploiement. Et ensuite, il va commencer à préparer ses fichiers, il va préparer la release. Là, dans mon cas, il va faire la copie des fichiers VR5. Ensuite, il va déployer les vendors via Composer. Il va vérifier que les fichiers sont bien OK en écriture. Il va refaire ses symlinks. Il va refaire le symlink pour les fichiers partagés. Un reload d'Apache. Ensuite, il nettoie tout ce qui ne sert plus à rien, les anciennes releases, et il m'affiche un message de success. Donc c'est assez logique. Là-dedans, évidemment, je peux rajouter les tâches que je veux, je peux créer mes propres tâches. On voit que la tâche Apache Reload, elle est définie en dessous. C'est une tâche que j'ai définie moi. Et il y a 2 solutions pour faire les tâches. Je peux faire des tâches en local sur ma machine ou des tâches directement sur les serveurs. Donc je peux tout à fait sur ma machine mettre une tâche qui nettoie mes sources avant de les envoyer, qui avec Fing par exemple va me créer mes fichiers de configuration en rajoutant les mots de passe à la volée parce que forcément les mots de passe ne sont pas dans le dépôt Git, donc je vais les créer à la volée. Et puis voilà, là typiquement, je redémarre Apache parce que c'est vrai que souvent, j'ai remarqué qu'avec les deployers, il vaut mieux redéployer Apache parce que Apache a des fois du mal à suivre les doubles liens symboliques et du coup, il est un peu perdu dans les releases par moment. Donc avec un reload, on est tranquille. Donc les dossiers partagés, voilà, ça va me permettre de partager tous ces fichiers. C'est la deuxième grosse fonctionnalité qui est intéressante dans le deployer, au-delà de l'automatisation. C'est indispensable de le mettre en place. Pour les CMF, si on prend les dernières versions de Drupal qu'on peut installer directement via Composer, ça va être la même chose. Les CMF là-dessus, ils ont un gros avantage sur les CMS, c'est qu'ils gèrent leurs sources de manière plus intelligente et on n'a plus de problème comme on pouvait avoir sur les CMS. Évidemment, là on a vu juste la partie, on va dire, manuelle et simple et rapide. Au-delà de ça, évidemment, vous pouvez brancher tout ça avec un Jenkins par exemple et faire du déploiement automatisé. Là, typiquement, mon deployer, souvent, c'est moi qui le lance en ligne de commande. Donc, finalement, j'ai un binaire dans Composer. Je fais un vendor bin dep deploy production. Hop, il me déploie ma production. Tout ça, je peux l'automatiser directement avec mon intégration continue. Ce qui fait que si mes tests passent, si tout est OK, je peux envoyer un déploiement automatisé avec ma ligne de commande directement dans Jenkins. Donc, au final, il y a moyen d'aller encore plus loin. Mais le gros avantage, c'est que je ne me pose pas de questions quand j'ai besoin de livrer avec Deployer. Mon script, il est testé, il fonctionne. Le seul truc qu'il fait, il va me demander le mot de passe SSH, et ça s'arrête là. Ensuite, il déroule son script, et si tout se passe bien, il finit par me dire que c'est OK. Je l'ai utilisé donc sur un projet avec une centaine de serveurs, sur lequel on avait rajouté énormément de fonctionnalités, de manière à pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qui se faisait, à pouvoir déployer directement, à pouvoir choisir les branches qu'on utilisait, choisir les tags qu'on voulait livrer. Ça nous permettait de taguer directement, de récupérer un tag directement sur Git, de le déposer, de choisir les serveurs qu'on livrait à chaque fois. Donc en fait, on avait une petite console interactive qui nous posait des questions, et comme ça on avait juste à répondre, et hop, le déploiement se lançait. Donc très puissant, très évolutif, il fait ce qu'on veut, c'est développé en PHP.
idéal pour déployer. Pour moi, WordPress, idéalement, il faut du SSH, mais c'est vrai que sur les clients qui font du WordPress, ils n'ont souvent pas de SSH, ou alors ils ont du SSH mais sans ligne de commande, en gros du SFTP quoi. Et donc à partir de là, effectivement, il n'y a pas le choix. Le premier déploiement, faut le faire en poussant les fichiers, donc là ça prend un peu de temps. Mais une fois que ça c'est fait, derrière, voilà, faut tout faire en HTTP, tout faire via l'interface du navigateur. Dans l'interface de WordPress, tu vas pouvoir faire des uploads de fichiers, et tu vas pouvoir uploader tes plugins et tes thèmes quand tu as besoin de les mettre à jour, et les mettre à jour automatiquement. Et toi, tes thèmes et tes plugins que tu as développés perso, euh, il n'y a que ça que tu sauvegardes sous Git, tu les packages proprement. Alors pour le coup, si tu as 3 plugins, bah, tu as 3 dépôts Git. Parce que ces 3 plugins différents, ils peuvent servir à différents clients, tu peux les réutiliser ailleurs. Et du coup, tu les packages comme il faut, tu les uploads sur ton serveur, et c'est comme ça que tu fais tes mises à jour. Du coup, en théorie, tu n'as plus besoin de te connecter au serveur, tout fonctionne en HTTP.